bonjour à tous, je m'appelle Alison Fiorentino, je suis maître de conférence à l'Université d'Auvergne et l'un de mes domaines de recherche est le droit animalier. C'est pour ça que vous m'avez demandé de faire cette petite conférence. Donc en fait, je vais un petit peu vous parler de l'évolution du droit animalier en France, mais également un petit peu à l'étranger. Comment le juriste en est venu à protéger les animaux et pourquoi. Alors, la prise en compte du bien-être des animaux est apparue probablement pour la première fois en Inde, et ce pour des raisons religieuses, à savoir la croyance en une réincarnation des morts humains sous la forme d'animaux. Et l'un des premiers exemples réside dans les édits de l'empereur indien Ashoka. L'histoire raconte que Ashoka était un guerrier sanguinaire qui voulait monter sur le trône et qui a exterminé ses frères pour cela, à peu près au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis un jour, sur un champ de bataille, il a eu une forme d'illumination, de révélation, et il s'est rendu compte de l'horreur qu'il avait causée, et il s'est converti sur le champ à la non-violence de la religion bouddhiste. Et l'Inde, à partir de là, fut pacifiée et unifiée sous son règne, et il adopta notamment des édits qui incitaient à la non-violence envers les humains, mais également envers les animaux, puisque de manière assez anecdotique, lui a souhaité remplacer la chasse par des pèlerinages. Bon. Un autre empereur indien s'illustrait dans la défense du droit des animaux, c'était le souverain Kumarapala, moins la prononciation, qui, au début du premier millénaire de notre ère, bannit la consommation de viande à la cour et interdit la chasse et la pêche. Alors, sautons quelques siècles et nous voilà en Égypte. En Égypte, vous le savez peut-être, les animaux représentaient quelque chose de très important. Ce qui est assez intéressant à souligner, c'est que les animaux n'étaient pas tous protégés de la même manière en Égypte. Alors, vous aviez des animaux qui étaient protégés sur certaines parties du territoire et pas d'autres. Donc, c'est le cas, par exemple, du crocodile, qui était protégé à Thèbes et pas dans les autres parties de l'Égypte. À Héliopolis, c'était le bœuf qui était sacré. À Memphis, c'était le bouc. Et puis, il y avait quand même un consensus national en Égypte pour protéger certains animaux qui étaient censés être sacrés pour des raisons religieuses. Alors, c'était le cas, par exemple, du scarabée, de l'ibis et du chacal, ou encore du chat, parce que les Égyptiens aimaient énormément les chats. Et le fait de tuer un animal, un de ces animaux-là, ibis, scarabée ou chat, était passible de la peine de mort et la mort du sacrilège, qui est particulièrement douloureuse, c'est-à-dire la lapidation. Alors, on a des extraits des preuves que la lapidation était effectivement mise en place lorsqu'une personne tuait un animal sacré, à tel point qu'en 50 avant Jésus-Christ, un citoyen romain qui avait tué par hasard un chat, c'est pas que c'est interdit, a été mis à mort malgré les supplications du souverain Ptolémée qui craignait pour son trône. Puisqu'à cette époque-là, en 50 avant Jésus-Christ, l'Égypte avait été envahie par les Romains. Les Romains faisaient à peu près ce qu'ils voulaient, sauf en ce qui concerne les animaux. Là, quand même, le citoyen romain a quand même été mis à mort. C'est dire à quel point les Égyptiens vénéraient certains animaux. Sautons encore quelques siècles et arrivons en Occident. Alors, en Occident, le mythe de la transmigration de l'âme d'un humain dans le corps d'un animal a été introduit dans la pensée occidentale par Pythagore. Alors, le fameux mathématicien auteur du théorème qui embête les collégiens, eh bien, ce Pythagore était également connu pour la défense du droit des animaux, parce que pour Pythagore, tuer un animal, c'était encourir le risque de tuer un ancêtre. Alors, à Pythagore, on peut également adjoindre un autre philosophe, beaucoup moins connu, Empédocle d'Agrigente, qui était, lui, peut-être un peu plus extrémiste dans ses opinions, puisque pour lui, tous les êtres vivants méritent la même protection. Et les animaux doivent avoir les mêmes droits que les hommes, à tel point qu'il avait considéré, quand même assez extrême, que les auteurs d'homicides doivent être passibles des mêmes peines que ceux qui tuent les animaux. Rapprochons-nous un petit peu de la France et atterrissons au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge en France, la religion chrétienne était très très importante et la religion chrétienne a eu du mal à accorder de l'importance aux animaux. Il fallut attendre quand même le XVe siècle pour que le nonce du pape Clément VII leur attribue une âme, ce qui ne sera pas forcément un avantage. Parce qu'en raison de la possession de cette âme, eh bien, les animaux
pouvaient être traduits comme les hommes en justice et être jugés. Et jusqu'au XVIIe siècle, en France, on a eu des exemples de procès d'animaux. Puisque les animaux ont une âme, ils sont censés comprendre quand ils font le mal, donc ils peuvent être punis. Et c'est comme ça que des truies et des taureaux ont été condamnés à mort pour homicide. Alors, on a quelques exemples. Par exemple, à Fontenay-aux-Roses, on a brûlé vif un porc qui avait dévoré un enfant. Ou encore à Falaise, une truie a été condamnée à la pendaison pour avoir mortellement mordu un enfant. Plus anecdotique, plus cocasse, il y avait également des procès d'animaux nuisibles, donc les rats, les insectes, etc., qui pouvaient être cités à comparaître en justice en raison des catastrophes qu'ils induisaient. Alors, ça semble cocasse parce que ce qui se passait lorsqu'il y avait des invasions d'insectes, de rats, que le peuple qui était affolé courait vite voir l'autorité la plus importante, c'est-à-dire l'autorité ecclésiastique, et demander la tenue d'un procès. Et on a des documents très sérieux, où on voit le curé ou l'évêque du lieu qui convoque les rats ou les charançons à un procès. Évidemment, les bêtes ne font pas les frais du déplacement, et le juge ecclésiastique, après avoir fulminé contre ces sales bêtes, les maudit et les excommunie. Alors, on a eu quelques cas d'excommunication d'animaux. Par exemple, en 1498, le grand vicaire d'Autun a demandé au curé du diocèse d'excommunier les charançons. En 1554, les sangsues furent excommuniés par l'évêque de Lausanne. C'est pas en France, c'est juste à côté. Ou encore en 1585, le grand vicaire de Valence somma les chenilles de comparaître devant lui et finalement leur ordonna de quitter le diocèse. Oui, ça semble cocasse aujourd'hui, j'en conviens, mais il faut bien voir que même lorsque les ecclésiastiques convoquaient les bêtes au procès, ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas venir. Vous pouvez convoquer les rats, ils ne viendront pas. Mais en réalité, ces procès d'animaux remplissaient la même fonction que celle des ministres qui se déplacent chaque fois qu'il y a eu un accident grave ou un attentat, vous voyez à la télévision. Le ministre vient, il serre des mains, il compatit, il repart. En pratique, ça n'a pas changé grand-chose, mais c'est la preuve que l'autorité publique réagit. Eh bien, c'est pour cette même raison qu'il y avait des procès d'animaux. Il faut bien se souvenir qu'en France, au Moyen-Âge, les gens craignaient énormément la maladie et la famine. On a eu des épisodes de famine abominables, et puis la peste a quand même ravagé une partie de l'Europe. Donc les populations étaient terrifiées par certains animaux, et lorsqu'ils avaient très peur, eh bien, ils demandaient aux autorités ecclésiastiques de réagir. Et quelque part, ces procès, finalement, ça les rassurait parce que, comme je vous rappelle, la France était très chrétienne à cette époque-là, et les populations se disaient, bon, les rats nous ont dévoré notre récolte, mais moi, on les a excommuniés, bien fait, ils iront en enfer. On se rassurait comme on pouvait à cette époque-là. Bon. Et puis, c'est également la présence de cette âme dans les animaux qui terrifiait parfois les humains qui les soupçonnaient de pactiser avec les démons. Jusqu'au XVIIIe siècle en France, on a malheureusement brûlé des chats et des chiens dans lesquels on croyait reconnaître un démon venant d'être chassé de l'enfer, voire une sorcière ayant emprunté leur forme. Bref, en France, la cause animale a connu très peu de succès au Moyen-Âge et même durant la Renaissance. Alors, il y a quand même une exception notable. Il y a une voix qui s'est élevée en faveur des animaux à l'époque de la Renaissance. C'était Montaigne. Alors, Montaigne, que vous avez peut-être découvert au collège ou au lycée. Eh bien, Montaigne, dans ses essais, a pris la défense des animaux et a écrit plusieurs choses vraiment très très belles, notamment à propos des animaux. Lui considérait que la violence contre les animaux est en fait à l'origine de la violence contre les hommes, et il disait « Je crois que c'est du sang des bêtes sauvages que le fer a été maculé tout d'abord. Un naturel sanguinaire à l'égard des bêtes témoigne d'une propension naturelle à la cruauté. » Mais Montaigne était quand même assez isolé, parce que les penseurs en France, en général, les animaux s'en moquaient un petit peu. On a un exemple avec René Descartes, qui lui considérait bien que l'animal était une machine élaborée, certes, mais qui ne pouvait pas penser, qui ne pouvait pas non plus souffrir, et qu'on pouvait traiter de la manière dont on souhaitait. Sautons quelques années, et on se rapproche du XVIIIe siècle. Là, les choses ont commencé, heureusement, à changer un petit peu. Grâce à qui? Grâce aux philosophes et aux penseurs. Durant cette époque du XVIIIe siècle, on a eu un certain nombre d'auteurs qui ont commencé à militer pour le droit des animaux. Notamment Jean-Jacques Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau, fervent défenseur de la nature, dans son discours sur l'inégalité, rappelait que l'homme avait commencé comme un animal et que les animaux étaient doués de sensibilité. Et puis il y a également le penseur Jeremy Bentham qui a déclaré que la souffrance des animaux était aussi réelle et moralement importante que la souffrance humaine. Il y a eu Lamartine qui a eu cette très belle phrase que vous avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être entendu prononcer: on n'a pas un cœur pour les animaux et un cœur pour les humains, on a un cœur ou on n'en a pas. Il y a également Tolstoï qui faisait un lien entre les meurtres d'animaux et les meurtres humains. Il y a également eu Schopenhauer. Enfin, je ne vais pas vous faire une liste, mais il y a eu peut-être une grosse dizaine de philosophes au niveau international qui ont commencé à réfléchir sur la nécessité de défendre les animaux. Et ce sont tous ces auteurs qui ont commencé quelque part à faire un peu une forme de pression sur la société civile et sur le législateur. C'est vraisemblablement grâce au changement de mentalité que les premières associations de défense des animaux ont vu le jour. Alors, la première, ça a été, non pas en France, mais au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, pour la première fois, on a créé une association de défense des droits des animaux en 1824, et c'est cette association qui a milité pour l'adoption de la première loi protectrice des animaux. C'est au Royaume-Uni, la loi Martin's Act. Nous, en France, on était un petit peu en retard. Alors, on regardait ce qui se passait au Royaume-Uni, mais le problème qu'on avait en France, et ce qui explique qu'on a pris du retard sur nos voisins britanniques, la raison de ce retard, c'était le Code civil de 1804. Enfin, si vous avez fait un peu de droit, si vous avez mis les pieds un jour à la fac de droit, si ça vous arrive, vous entendrez parler de ce Code civil. C'est le livre de tous les juristes. On en a au moins lu un petit peu, si on a fait du droit. Et ce Code civil de 1804, qui a été modifié à de nombreuses reprises, avait une vision assez terrible de l'animal qui était considéré comme une chose. Il faut bien comprendre que ce code a été adopté par Napoléon en 1804, par des juristes de Napoléon, à une époque où la société était très agricole. Et l'animal, c'est à ce moment-là simplement un outil servant à l'exploitation des terres agricoles. C'était tout, ça ne pouvait pas être autre chose. Donc on a vraiment eu du mal à quitter, enfin les juristes ont eu du mal à quitter cette vision qu'ils avaient des animaux, c'est-à-dire une chose qui doit être utile. Mais en France, là encore, peu à peu, les mentalités commençaient à changer. On était un petit peu jaloux de ce qui passait des Anglais. En 1945, la première société protectrice des animaux voit le jour en France, et quelques années plus tard, enfin, en 1850, le général Gramont a fait adopter la première loi française de protection des animaux. Alors, le général Gramont, pour vous présenter un peu le personnage, donc c'était un militaire, homme de droite, qui était donc très conservateur, comme tous les gens de droite à cette époque-là, et qui commençait à penser que finalement, la défense des animaux allait dans le sens d'une société qui était plus juste. Et il s'est heurté à l'opposition des socialistes de l'époque. Alors, je mets socialistes entre guillemets, mais dès le 19e siècle, vous aviez une séparation entre les conservateurs de droite et les socialistes plutôt de gauche. Et en réalité, le mouvement socialiste, qui était plutôt proche du peuple, lui voyait d'un très mauvais œil l'émergence du droit animalier. Alors, on voit ça notamment lors des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi 1850, mais également dans les médias qui gravitaient autour de ce parti socialiste. Alors, notamment le journal de l'Atelier. Alors, le journal de l'Atelier, c'est un journal du mouvement ouvrier qui critiquait, mais de manière virulente, les progressions du droit animalier. Alors, notamment dans un numéro du 30 juin 1850, il y avait un reportage sur la manière dont on traitait les femmes du peuple à la Salpêtrière, et les auteurs de ce reportage disaient que finalement, tous ces grands philanthropes qui discutaient du bien-être des animaux ferait bien de s'occuper d'abord des animaux à deux pattes, pour s'inquiéter du sort des animaux à quatre pattes. Finalement, ces arguments-là, on le retrouve de manière constante chaque fois qu'il est question de faire progresser le droit animalier. Récemment, si vous avez suivi le procès qui opposait les deux militants de L214 aux propriétaires des abattoirs du Dent, puis à des représentants de la filière agricole, les parties civiles, bon, le procès a été renvoyé en septembre, mais il y a quand même eu une audience, et les parties civiles, à la sortie de l'audience, disaient oui, mais nous ne doutons pas de la bonne volonté de L214, mais s'ils débordent d'altruisme, qu'ils aillent d'abord s'occuper de la fin dans le monde. Bon.
Donc, dès le XIXe siècle, c'était déjà cet argument-là qui était opposé à l'évolution de la cause animale. Donc, le général Gramont, il avait du mal à faire passer cette loi, et ce qui lui a permis de faire adopter la loi, ça a été le soutien assez inattendu d'un opposant politique, un certain Victor Schleicher. Alors, Victor Schleicher est aujourd'hui oublié. C'était un personnage de gauche qui était vraiment très particulier. Hein. C'était un homme d'idées qui était à fond contre l'esclavage, contre la peine de mort. Il avait même déposé un projet de loi visant à l'abolition de la peine de mort. Et à cette époque-là, c'était révolutionnaire, parce que la guillotine marchait bien. Victor Schleicher a compris qu'en réalité, il ne fallait pas opposer le bien-être animalier au bien-être humain. Ce sont deux causes qui vont dans le même sens, qui ne s'opposent pas. Parce que pour Victor Schleicher, une société plus juste, c'est une société qui protège les êtres les plus vulnérables. Alors, les travailleurs, les enfants, les personnes âgées, mais également les animaux. Et c'est pour cette raison que Victor Schleicher a convaincu ses amis socialistes de voter la loi Gramont. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant de noter, c'est qu'à cette époque-là, les premiers défenseurs de la cause animale, c'était des personnes qui venaient d'horizons politiques très très différents. Donc on a vu Gramont-Schleicher, mais également au niveau de la première SPA française, le fondateur de la SPA, c'était le docteur Parisot, qui était un chrétien catholique, et qui était secondé par le docteur Blatin, franc-maçon convaincu. Quand c'est bien que les catholiques et francs-maçons en général font pas bon ménage, et bien pour la défense de la cause animale, ces deux-là aussi s'étaient unis. Alors, que contenait cette loi Gramont qui a finalement été adoptée? Bon, lorsqu'on la lit, on est un petit peu déçu parce que le contenu n'était quand même pas révolutionnaire. La loi Gramont ne contenait qu'un seul article qui punissait ceux qui exerçaient publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. Alors, je vous lis le contenu intégral de la loi, vous allez voir, c'est très rapide. Seront punis d'une amende de 5 à 15 francs et pourront l'être d'1 à 5 jours de prison ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. Voilà, c'est tout ce que contient la loi Gramont, c'est très court. Mais même si bon, le contenu n'était pas révolutionnaire, tout de même, il faut noter que pour la première fois, le droit français a pris la défense des animaux. Et le droit français en est resté là pendant plus de 100 ans. Donc 1850, adoption de la première loi de défense des animaux. Et il a fallu attendre 1959, plus de 100 ans après, pour que le législateur se réveille et adopte une nouvelle loi qui améliore un petit peu la situation des animaux. Alors, améliore, mais très 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 légèrement. En fait, la loi de 59 a intégré la loi Gramont dans le code pénal et a modifié 2 ou 3 détails et a un petit peu augmenté les peines encourues, mais bon, c'était vraiment anecdotique. Bon, donc la loi de 59 a un petit peu passé la trappe. Quelques années plus tard, loi de 1963, loi un petit peu plus intéressante. Alors, dans cette loi de 1963, le législateur a créé 2 délits concernant les maltraitances infligées aux animaux. Alors, le code pénal, à partir de 1963, a prohibé, premièrement, les mauvais traitements, deuxièmement, les actes de cruauté. Alors, ça peut vous sembler une finasserie de juriste, en fait, pas du tout. Lorsqu'on lit les 2 articles, on se rend compte qu'il y a une différence dans la philosophie. L'interdiction des mauvais traitements, elle datait un petit peu de la loi Gramont. Ce qu'on interdisait, finalement, c'était les abus contre des bêtes, abus qui n'étaient pas justifiés. L'interdiction des actes de cruauté, c'est une chose différente. Parce que le législateur, en 1963, s'était rendu compte que certaines personnes maltraitent des animaux, pas seulement par nécessité, mais par pur plaisir. Les mauvais traitements, c'est l'homme qui a un chien et qui lui donne un coup de pied fort parce que le chien aboie, fait du bruit. Ou l'agriculteur qui frappe son cheval parce qu'il avance pas assez vite. Ça, c'est du mauvais traitement. L'acte de cruauté, c'est celui qui torture un chat par pur plaisir. Donc, le législateur, finalement, s'est quand même rendu compte qu'il était nécessaire dans la société française de commencer à s'attaquer quelque part à ceux qui torturaient de manière injustifiée les animaux. Donc ça, c'est la loi de 1963. Là encore, ça peut sembler assez peu, mais pour l'époque, c'était quand même une avancée. La prochaine étape, qui était une étape importante, c'était la loi de 1976. Alors,
La loi de 1976, même pour les juristes, on l'a complètement oubliée, et pourtant, c'est une loi qui est très intéressante, parce que c'est pour la première fois un texte légal qui a proclamé la sensibilité des animaux. Si vous avez suivi l'actualité, vous pourriez dire « Ah ben non, la sensibilité des animaux, c'est date de 2015 ». Non, non, non. Pour la première fois, c'était en 1976. Le législateur, dans cette loi, a considéré que les animaux étaient des êtres sensibles. Alors, pourquoi est-ce qu'on a adopté la loi de 1976 ? Si on se replace dans le contexte, c'est que dans les années 70, les autorités législatives ont commencé à se rendre compte qu'il fallait protéger l'environnement. Aujourd'hui, on le sait, mais les années 70, c'était quand même pas évident. À cette époque-là, il y a eu des premiers mouvements de défense du droit environnemental et on a intégré la défense de l'animal dans le cadre plus large de la défense de l'environnement. Donc cette loi de 73, elle vise à protéger l'environnement, mais elle vise également à protéger la faune et la flore. Et dans cette loi de 76, on réglemente notamment la chasse, la capture, la naturalisation, le transport des animaux, et on reconnaît la sensibilité de l'animal. Plus exactement, c'était un article de la loi de 76 qui disposait « Tout animal étant un être sensible, il doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. » Alors, ça peut sembler quand même assez révolutionnaire qu'en 1976, on reconnaissait à l'animal un caractère sensible. Malheureusement, la reconnaissance du caractère sensible en 1976 n'a pas abouti à d'autres évolutions juridiques. C'est-à-dire qu'on a déclaré l'animal comme une créature sensible et ensuite, rien. Il n'y a pas eu de conséquences législatives de cette reconnaissance. Et d'ailleurs, cette loi de 1976 a ensuite été incorporée dans le Code rural et on n'en a pratiquement plus entendu parler. Finalement, après 1976, on doit attendre encore quelques années pour que le législateur se décide à renforcer la protection des animaux. Alors, ce renforcement s'est fait en deux étapes. Tout d'abord, la loi de 99, qui comporte surtout un volet pénal, et la célèbre loi de 2015. Alors, la loi de 99, pourquoi est-ce qu'on l'a adoptée? C'est parce que, bon, à cette époque-là, on était en train de débattre de la question des animaux dangereux, notamment des chiens dangereux errants. Donc le législateur a adopté une loi visant à protéger le public contre les animaux, mais un autre volet de cette loi vise à protéger les animaux contre les êtres humains. Et c'est de ce volet-là dont je vais vous parler. Alors, ce volet de protection, c'est essentiellement un volet pénal. Le législateur, dans la loi de 99, réprime de nouveaux délits, notamment le fait d'exercer des sévices graves ou des sévices de nature sexuelle contre des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Et là, il ne s'agit plus d'une petite amende, ou des peines de prison de quelques jours, on passe à une peine d'emprisonnement de 2 ans et à 30 000 € d'amende. En sachant que ces peines en 99 ont été un petit peu revues à la hausse depuis. Et puis enfin, la dernière loi importante dont vous avez très certainement entendu parler, puisqu'on a écrit des articles, des conférences, c'est la loi de 2015. La loi de 2015 qui a reconnu que l'animal est une créature vivante sensible. Alors, je vais vous lire l'article 2 de la loi de 2015. Normalement, si vous écoutez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a une grosse contradiction dans cet article 2. Donc, cet article 2 rédige de la manière suivante: les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Alors, si vous lisez plusieurs fois l'article, qu'est-ce qu'on peut en déduire? D'abord, sur le premier alinéa, celui qui protège les animaux. Les animaux sont des êtres doués de sensibilité, bon, ça on le sait depuis 1976, pas une innovation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dit les animaux sont des êtres vivants. Ce qui veut dire que depuis 2015, les animaux ne sont plus juridiquement des choses. En droit, vous avez 3 catégories de créatures. Les biens meubles immeubles, donc
ce que vous achetez, la voiture, le meuble qui est chez vous, etc. Les animaux, catégorie intermédiaire, et les êtres humains. Donc désormais, le droit reconnaît bien 3 catégories distinctes. Vous pourriez dire, c'est très bien, c'est une avancée. Malheureusement, que nous dit la loi alinéa 2? Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Alors là, grosse contradiction. C'est-à-dire que le législateur nous dit, les animaux ne sont plus des biens, mais ils sont soumis au régime des biens. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, pour comprendre cette loi, alors déjà la loi n'est pas spécialement dédiée aux animaux. C'était une de ces lois fourre-tout où le législateur faisait passer toute une série de mesures qu'on devait adopter depuis déjà un certain moment. Et depuis des années, les associations de défense des animaux cassaient les pieds au législateur pour qu'il se décide à adopter une nouvelle loi visant à protéger les animaux. C'est ce qu'a fait le législateur. À la va-vite, il a adopté cet article 2, mais en réalité, c'est une réforme en trompe-l'œil. On nous dit, les animaux ne sont plus des meubles, mais ils sont soumis au régime des meubles. Pourquoi? Parce que le législateur n'a pas voulu se fatiguer à créer un régime spécifique aux animaux. C'est ce qu'il aurait dû faire. Puisque en droit, vous avez un régime juridique spécifique aux humains, un régime juridique spécifique aux meubles, il fallait donc un régime juridique spécifique aux animaux, et le législateur ne l'a pas fait. Alors, vraisemblablement parce qu'il n'a pas envie de le faire, parce que ça lui prenait trop de temps, et parce qu'il s'est dit, hop, je fais passer la réforme symbolique dans l'article 2, et puis ensuite, on verra, on attend encore un petit peu. Mais si on est honnête, en réalité, la réforme 2015, c'est vraiment qu'une première étape. Ça ne sert à rien de dire que l'animal n'est plus un meuble, mais on peut le traiter comme un meuble. Il aurait fallu adopter des règles spécifiques sur la chasse, la vente, des pratiques comme la corrida, les expérimentations scientifiques, et tutti quanti. Et donc le législateur ne l'a pas fait par manque de temps, par manque de courage, et on attend encore quelques années. Alors, le juriste pourrait se dire, bon, le législateur n'a rien fait, est-ce que le juge ne pourrait pas réagir? C'est le réflexe du juriste de se dire, donc on a une disposition légale générale, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir au cas par cas dans des procès pour remettre en cause des pratiques qui sont pour l'instant légales, mais qui dans leur philosophie sont contraires au principe selon lequel les animaux sont des créatures sensibles et ne sont pas des meubles. Alors lorsqu'on regarde les quelques décisions de jurisprudence qui ont été rendues, pour l'instant, il n'y a pas de quoi crier victoire. C'est-à-dire que le juge, en fait, fait un petit peu la même chose que le législateur, fait la sourde oreille. Alors j'ai trouvé 2 décisions où on voit que clairement des avocats ont posé au juge la question, doit-on remettre en cause le droit sur le fondement de cette loi de 2015 qui considère que l'animal n'est plus un bien, n'est plus une chose, mais bien une créature sensible. Alors, près de chez nous, un arrêt du TGI de Clermont-Ferrand du 4 avril 2017. Alors, dans cet arrêt, une épagnole bretonne avait été séduite par le chien du voisin, qui est un énorme molosse, et elle avait mis au monde, de manière non programmée, une portée de 7 chiots. Alors, comme le séducteur est un très gros chien, elle était toute petite, l'accouchement avait été extrêmement difficile et bon, il était un petit peu estropié. Donc, le propriétaire de l'épagnole avait agi au nom de sa chienne contre le propriétaire du chien séducteur et il avait agi sur le fondement de la loi de 2015, en considérant que l'animal est une créature sensible et le fait de le pousser finalement à accoucher de créatures qui n'étaient pas prévues, c'est une atteinte à sa sensibilité. Alors, autant vous dire que le tribunal de Clermont-Ferrand était vraiment très embêté. Donc, pirouette du tribunal qui considère qu'en fait, on ne lui a pas rapporté la preuve que c'était bien le gros chien qui était le père de la portée. Donc, hop, le propriétaire de l'épagnole a été dégoûté. Bon, certes, la preuve n'a pas été rapportée, mais on attendait quand même quelque chose d'autre du TGI qui nous dise si, de manière générale, une telle action est fondée. Est-ce qu'on pourrait agir au nom de son animal parce que ce dernier a eu à subir un certain nombre de préjudices? Si on regarde la jurisprudence, jusqu'à récemment, les juges ont admis que lorsqu'on perd un animal qui a par exemple été tué dans un accident de chasse ou peu importe, on a le droit de demander réparation de son propre préjudice si on est attaché à l'animal. Mais pour l'instant, il n'y a aucun juge qui admet qu'on a le droit d'agir au nom de son animal. En tout cas, le TGI clairement nous dit je ne réponds pas à la question. Deuxième arrêt,
C'est un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 5 janvier 2017 qui concernait un couple qui divorce. Alors, là, de plus en plus souvent, on voit les couples qui divorcent et qui se disputent la garde des enfants et des chiens. Et dans cette affaire-là, le mari donc, demandait l'attribution d'un droit de visite du chien sous prétexte que ce dernier lui était attaché et que, eh bien, parce que c'était un être vivant doué de sensibilité, il fallait que son petit papa lui rende de temps en temps visite. Eh bien, la Cour d'appel de Rouen a débouté, là encore, le demandeur en se fondant sur quoi? Sur le droit de propriété. Le juge a considéré qu'en réalité, l'animal appartenait à la femme, peu importe ce qu'il éprouvait, eh bien, s'il appartenait à la femme, il restait avec la femme. Hein. Le mari n'avait pas un droit de visite. Pour les enfants, oui, mais pas pour les chiens. Alors, faut-il désespérer, faut-il encore attendre des décennies pour que le législateur français se décide à adopter une nouvelle loi qui serait plus protectrice du droit des animaux? Bon. Non, il ne faut pas désespérer. Il faut continuer à espérer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des mouvements de défense des animaux qui sont de plus en plus nombreux, un peu partout, en France, aux États-Unis, au Canada, en Europe du Nord. Et toutes ces grandes associations, finalement, elles militent pour le respect du droit des animaux avec leurs petits moyens d'action. Et ce sont leurs moyens qui obligent le législateur, à cause de la pression publique, à changer la loi. On l'a vu avec les vidéos que L214 tourne, même des fois de manière clandestine et met en ligne. Toutes les vidéos là, qu'il y a eu récemment dans les abattoirs où on voit les animaux traités de manière abominable, il y a eu un scandale public, et pas qu'un, il y en a eu plusieurs. Et donc l'Assemblée nationale, pour réagir, a décidé d'adopter le 13 janvier 2017 une proposition de loi relative au respect de l'animal dans les abattoirs. Et cette proposition de loi instaure, à compter du 1er janvier 2018, après une période d'expérimentation, l'installation de caméras dans tous les lieux d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'abattage et de mise à mort des animaux. Donc, à l'évidence, s'il n'y avait pas eu les vidéos d'L214, le législateur n'aurait pas agi. Ce qui prouve bien que la société civile, au travers de ces associations, si la société civile est réactive, hein, s'il agit, eh bien, peut pousser le législateur à agir plus rapidement. Et c'est donc sur ces quelques mots positifs que je vous remercie de votre attention. Je pense que la parole, s'il y a des personnes qui veulent intervenir, il faut en profiter. Je vous apporte un petit peu d'eau. Oui. Oui. Vous trouvez désespérant que le tribunal de grande instance de Clermont n'ait pas condamné le chien comme dans les procès du 17e, le propriétaire du chien? Alors, désespérant, non. Ce qui peut être désespérant, c'est finalement l'inaction du juge. Parce qu'on voit dans ces deux décisions qu'en réalité, le juge n'a pas envie d'aller plus loin dans le raisonnement juridique. Le juge reste sur sa vieille jurisprudence et n'a pas envie de prendre en compte l'évolution potentielle de 2015. C'est ça qui peut être désespérant. Bon, l'arrêt du TJ de Clermont lui-même lui fait sourire. Hein. Vous voyez que le propriétaire tenait beaucoup à ses chiennes, il avait certainement dû souffrir. Mais on peut se demander, est-ce que le juge français va réagir? Est-ce qu'il va se servir de ce texte? Parce que dans l'absolu, bien sûr que le juge pourrait le faire. Hein. Il pourrait faire évoluer le droit animalier en se fondant sur ce texte. Mais, on dit, ce qui est un peu d'espérance, c'est que je ne crois pas que le juge ait pour l'instant envie de réagir. Qu'est-ce que pourrait être une décision que vous pourriez souhaiter dans le cas d'espèce que vous avez présenté? Alors, dans le cas d'espèce, un petit peu particulier, mais ce serait reconnaître au moins de manière générale l'existence d'un préjudice dont auraient souffert spécifiquement les animaux, c'est-à-dire la reconnaissance juridique de la souffrance animale et les conséquences que ça peut impliquer, même si les conséquences elles ne sont pas financières. Je veux dire, le propriétaire des Pagnols, même si le TJ avait reconnu la souffrance de l'animal, il n'aurait certainement pas accordé 1 million de dommages intérêts d'euros. Mais sur le plan symbolique, si au moins on pouvait reconnaître qu'un animal souffre et qu'il faut des conséquences, ne serait-ce que financières, oui, ce serait déjà une bonne avancée. Ça. Oui. Comment on peut démontrer que élever un animal pour le tuer après, c'est pour son bien? Alors, élever un animal et l'abattre pour son bien,
À mon avis, ce sera extrêmement difficile à le trouver. Et c'est d'ailleurs pour ça que le législateur n'a pas voulu entrer dans l'édiction d'un régime juridique concernant le bien-être animalier. Pourquoi? Parce que si en fait on considère qu'effectivement l'animal est un être doué de sensibilité, la conséquence juridique, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il ne faut pas le tuer. C'est ça. Donc, le législateur avait certainement pas envie d'entrer dans la polémique, mon Dieu, on va leur rentrer dans des débats, les représentants du monde agricole qui vont agir, oh là là. Surtout que la loi de 2015, c'était pas une loi qui se voulait très protectrice des animaux, hein. C'était un peu la loi Fourtou dans laquelle on a mis cet article, parce que les associations de défense des animaux cassaient les pieds du Parlement depuis déjà un petit moment. Mais bon, si on devait élaborer un régime juridique spécifique pour les animaux, c'est sûr qu'on devrait remettre en cause un certain nombre de pratiques. Alors l'abattage des animaux, l'expérimentation scientifique, ce serait une vraie révolution. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus protecteurs que la France, parce que globalement, disons, les pays européens sont à peu près sur le même type de raisonnement? Il y a un pays qui quand même se démarque assez, c'est le Royaume-Uni. Je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas vous dire, peut-être des courants de pensée, qui sont quand même plus protecteurs des animaux. Sinon, au niveau des pays européens, la France est vraiment dans la moyenne. Il y a le Royaume-Uni un petit peu au-dessus, ensuite pour la France et d'autres pays européens, mais on a quand même, de temps en temps, de ci, de là en Europe, certaines avancées qui des fois surprennent. Alors par exemple en Pologne, un tribunal a décidé que l'abattage religieux était illégal. Alors je ne sais plus quel était le fondement qui a été invoqué, mais ce tribunal de Pologne a créé la surprise en interdisant désormais l'abattage religieux. Alors, ça concernait les viandes qui étaient cachères. Pour les viandes halal, c'est la même chose. Alors, autant vous dire qu'après la décision de ce tribunal polonais, il y a eu un tollé, hein, parce que les associations religieuses disent ah non, ça c'est pas possible. On veut manger des animaux qui sont abattus conformément à nos rites religieux, sinon c'est une discrimination religieuse. Donc tout de suite après la décision du tribunal polonais, il y a une loi qui a invalidé sa décision et qui a de nouveau admis que l'abattage religieux était possible. Mais de temps en temps, hop, on a comme ça des petites progressions en Europe, en sachant qu'il y a encore quelques années, les auteurs faisaient une distinction entre les pays européens, pays du Nord, et les pays du Sud, dans tout ce qui est Afrique, bon, Asie, on range également ça avec les pays du Sud, et Amérique du Sud, où on considérait qu'ils finalement ils étaient moins préoccupés par la protection animale. Maintenant, ce n'est pas nécessairement vrai. On a des pays qui sont développés, mais bon, qui rencontrent un certain nombre de problèmes économiques, comme par exemple la Colombie, qui s'intéresse parfois plus à la condition animale que la France. En Colombie, le juge constitutionnel a confirmé l'interdiction de l'utilisation des animaux dans des cirques, alors qu'en France, les animaux peuvent toujours être utilisés dans des cirques. En Colombie, c'est plus possible. Oui, vous avez commencé votre conférence par la religion, et vous le finissez par la religion, et en fait, vous avez une position aussi qui est assez claire, c'est-à-dire que vous êtes une juriste, mais derrière il y a une position philosophique. Et c'est ça qui, à mon avis, est assez troublant. C'est-à-dire quand vous dites on va assimiler l'animal à un être vivant, c'est clairement un être vivant humain. C'est-à-dire en tout cas, il n'y a plus de frontière entre l'animal et l'homme. Et je pense que, alors on ne va pas débattre de ça, je ne suis pas philosophe, hein, mais après on ne va pas débattre de ça ce soir, mais le problème, le hiatus, il est là d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que si vous assimilez effectivement l'animal à l'homme, c'est-à-dire en fait, à ce moment-là, l'animal va être assis. Bon, d'un point de vue juridique, je ne suis pas spécialiste, mais ça veut dire que ça va être un être vivant sous tutelle, ou qui va forcément avoir à un moment, comme vous dites, un représentant, parce qu'il va bien falloir qu'il s'exprime, et on voit bien tous les biais et les problèmes que ça peut poser dans la société. Alors on a ri, votre exemple un peu cocasse entre les deux chiens, c'est fini d'une manière, c'est un exemple qui peut faire sourire. D'un autre côté, ça peut devenir extrêmement compliqué. Et donc le problème, il y a deux problèmes. Il y a un, vous avez une position très claire, qui est une position philosophique qui peut se discuter. Et la deuxième, donc vous dites que c'est un progrès. Alors évidemment, l'animal n'est plus une chose. Je crois que la plupart des gens actuellement, la société évolue. Personne ne peut dénier le fait que l'animal a une certaine sensibilité. Mais après, la question clé, elle est là. Et après, ça a des implications en termes, je dirais, juridiques et sociétales énormes.
Et à mon avis, c'est pour ça que le juge, c'est pas, effectivement, il botte en touche parce qu'il en voit toutes les conséquences. On pourrait développer énormément. Et c'est un vrai problème, à mon avis, dont la base est philosophique. Voilà. Alors, effectivement, bon, vous l'aurez noté, mon approche était plutôt pro-animalière, mais... On avait noté. Oui, mais en tant que juriste, bon, tous les juristes ont quand même des opinions dans un sens comme dans l'autre. Et bon, vous avez des juristes qui sont pour la défense des animaux, un grand nombre de mes collègues s'en moquent éperdument, quoi. Donc, vous voyez, mais évidemment que reconnaître que les animaux ont des droits, ça implique la remise en cause d'un certain nombre de situations qui sont bien ancrées en France. Par exemple, l'abattage animalier, ne serait-ce que cette question. Qu'est-ce qu'on fait si on considère que l'animal est vraiment... Alors, une fracture sensible, alors, attention, le droit n'a pas reconnu que l'animal a le même statut que l'humain. Il y a un statut intermédiaire entre la chose et l'humain, parce qu'en fait, le Parlement n'a pas osé dire que les animaux sont des êtres humains. Bon. Et entre les deux, quoi. Oui, tout à l'heure, quand vous disiez est assimilé à un être vivant, c'est clairement, justement, la conséquence, c'est être un être vivant comme l'homme, en fait, si vous voulez. Et c'est là que est-ce qu'on crée une catégorie particulière pour les animaux? Alors là, je vous rejoins en termes de juriste. Est-ce qu'on crée une catégorie particulière pour l'animal et pour l'être humain, ou est-ce qu'on les met dans la même catégorie? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a plein enfin moi j'en vois quelques-unes, on pourra en discuter, il y a plein d'applications, dont certaines peuvent avoir des effets pervers. C'est-à-dire se retourner dans ce que vous disiez tout à l'heure en disant bon, l'évolution sociétale va vers un progrès du comportement envers les animaux doit aller de pair avec, ou va de pair avec un progrès, je dirais, de l'homme par rapport à l'homme, si on peut dire. C'est une position tout à fait honorable et je pense que beaucoup la partagent. Mais dans l'assimilation de l'un par rapport à l'autre, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences éventuellement perverses. On pourrait trouver des exemples, je ne vais pas faire rire à la salle avec ça, mais on pourrait trouver. Et c'est un vrai problème en tant que tel, je pense, à considérer et pas seulement à dire, bon, le législateur ou le juge, il a reculé. Je pense que le juge, certaines fois, ou le législateur se dit, ben oui, mais si je dis ça, il en voit un certain nombre de conséquences et de biais potentiels. Alors, certes, mais là encore, je vous assure que le législateur n'a jamais assimilé, et ni le juriste, l'animal à un être humain. C'est une catégorie intermédiaire. C'est pas du tout, c'est pas un humain. Jamais le législateur aurait osé dire l'être humain est un animal. Alors certains pensent, mais en tout cas, c'est pas la position du droit. La position pense que l'animal devient une créature intermédiaire sans régime juridique, ce qui est effectivement extrêmement troublant. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, et intellectuellement, c'est pas admissible d'avoir une catégorie à part sans régime juridique. Il faut bien un régime juridique qui aille de pair avec la catégorie. Mais l'édiction du régime juridique, alors là, ça va être extrêmement difficile. Et vraiment. Mais il faut bien commencer quelque part. Est-ce que le problème ne vient pas de la notion de sensibilité? C'est quoi un être sensible? Parce qu'effectivement, dire c'est un être vivant, moi je vois pas en quoi ça dirait il est comme l'homme. En revanche, c'est quoi un être sensible? Est-ce que c'est pas la science qui va nous dire justement qu'est-ce que c'est cette sensibilité et tout simplement démontrer que l'animal, même s'il ne parle pas et qu'il ne peut pas le dire, il souffre? Oui, tout à fait. Alors en fait, il y a de plus en plus de recherches scientifiques sur la souffrance animale, à tel point que vous avez même un journal qui est consacré, c'est un journal, pas un quotidien, mais un journal universitaire, qui est consacré au ressenti des animaux. Alors je ne me souviens plus exactement du titre, mais c'est un journal qui est disponible en ligne, donc rédigé par des universitaires, à la fois juristes et vétérinaires, en langue anglaise. Il faut lire l'anglais, mais il a été lancé, je crois, en 2015 ou 2016, donc très récemment. Pourquoi? Parce que des chercheurs, à la fois scientifiques et juristes, se sont demandé quelles pouvaient être les implications de la souffrance animale. Si on dit que l'animal est une créature sensible, comme vous dites, c'est-à-dire quoi? C'est une créature qui souffre. Donc si c'est une créature qui souffre, quelles devraient en être les conséquences? Alors, dans ce journal, c'est pas toujours très accessible, peut-être en anglais, mais il y a beaucoup d'articles scientifiques qui sont néanmoins intéressants parce que les scientifiques commencent à prouver que l'animal en tant que tel ressent la souffrance, y compris des créatures comme les mollusques. Moi-même, je ne savais pas, mais les invertébrés peuvent également ressentir de la souffrance. Tout à l'heure, vous avez évoqué un triptyque qui était d'un côté la société civile qui peut faire pression,
le législateur d'un côté et au milieu le juridique, les juristes. Vous avez l'air un petit peu au fait du sujet précisément de la cause animale. J'ai envie de vous demander quelles seraient vos propositions de juristes à soumettre au législateur. Je pense que ce serait les premières mesures, peut-être, seraient pas la reconnaissance d'un principe général. Parce qu'en réalité, si on avance par principes généraux, on va se heurter à des résistances trop fortes dans la société civile. Reconnaître que les animaux sont des créatures sensibles qui ne doivent pas être mangées, ça, je suis bien certaine qu'au moins la moitié de la société n'est pas d'accord. Bon. Donc, si on devait proposer une réforme, ce serait, oui, enfin, je n'ai pas les chiffres en tête, mais bon. Je crois d'ailleurs que j'avais entendu un sondage, 80% des Français ont mangé du foie gras durant la dernière fête. Donc, à peu près 80%. Bon, bref. Donc, on ne peut pas procéder par principe général. Ce qu'il faudrait, c'est suggérer quelques petites réformes ponctuelles, notamment, alors, la reconnaissance de la souffrance animale qui impliquerait le fait que si l'animal souffre, on a le droit de demander réparation du préjudice pour lui. Enfin, ce serait déjà une petite avancée. Et encore, attention, tous les animaux n'ont pas le même statut. Alors, je ne suis pas entrée dans les détails, mais en France, vous avez le statut des animaux d'expérimentation, les animaux domestiques, les animaux sauvages. Si on reconnaît que les animaux souffrent, qu'il faut leur épargner une certaine souffrance et qu'ils ont droit à la réparation d'un préjudice, dans un premier temps, nécessairement, il faudra exclure certains animaux, notamment les animaux d'élevage et les animaux destinés aux expérimentations scientifiques, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'expérimentation scientifique. Mais bon, l'évolution d'une cause comme la cause animale, de toute façon, elle ne viendra pas d'un coup. C'est à mesure, petit à petit, lorsque les mentalités vont changer. Personnellement, en tant que juriste, je pense que le droit doit accompagner les évolutions de mentalité. Si jamais il n'y a pas de consensus bien net dans la société sur un point, le législateur ne va pas prendre le risque du jour au lendemain d'interdire les expérimentations animales. Ce serait suicidaire. C'est pour ça que, à mon sens, l'avenir, ça serait alors la société civile et, enfin personnellement j'espère, parce que j'aime bien regarder des décisions de justice, peut-être, certaines décisions de justice. Alors, là, bon, les juges sont un petit peu réticents, mais peut-être qu'au cas par cas, certains pourraient considérer que, dans certaines situations, les animaux ayant souffert, il faut reconnaître l'existence d'un réel préjudice qui demande indemnisation. Oui, moi je voulais juste le compléter par rapport à ce que vous avez dit sur les travaux qui sont faits sur la souffrance et le bien-être animal, pour préciser que dans le monde de la recherche, il y a tout un réseau international au niveau au moins européen qui s'intéresse à ces aspects-là. Il y a de très nombreux travaux, il n'y a pas un journal, il y a beaucoup de travaux de recherche et aussi de vulgarisation, et qui prennent en compte ces aspects de, disons, bien-être animal aussi en élevage pour limiter la souffrance en élevage et améliorer au maximum le bien-être animal. C'est des travaux qui ont commencé déjà il y a un grand nombre d'années. Il y a tout un réseau de recherche sur ce thème-là. Et effectivement, alors, il y a une recherche, et d'ailleurs, alors pas en France, mais aux États-Unis, certains chercheurs réfléchissent à la création d'un certificat qui serait donné à certains éleveurs qui élèvent des animaux conformément à certaines règles de bien-être, donc sans souffrance, etc. Donc ça, on réfléchit, est-ce que ce serait possible finalement de demander à certains agriculteurs d'élever les animaux selon certaines règles, et finalement, est-ce que ce label aurait une certaine valeur? Donc, par exemple, après tout, il y a bien des personnes qui produisent bio. Est-ce que ce serait possible que des éleveurs puissent élever les animaux en respectant, par exemple, leur bien-être? C'est une question, c'est pas... C'est un grand débat, parce que... Oui, c'est un grand débat, oui. Oui, j'aurais une petite chose à compléter là, par rapport à tout ce que vous dites. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'éleveurs qui pratiquent l'élevage en considérant en primordial le bien-être animal? Parce que ce sont des normes qui, me semblent, aujourd'hui on répond à certaines chartes, et dans la conditionnalité de l'élevage, il y a automatiquement aujourd'hui beaucoup de choses, beaucoup de textes sur le bien-être animal. Donc j'ai l'impression que vous voulez réinventer quelque chose qui existe déjà. Alors, réinventer, non, personne
non, j'oserais pas, mais la question du bien-être des animaux d'élevage, elle peut quand même être débattue, parce que c'est-à-dire que quand on regarde les vidéos d'L214, on peut se dire que dans certains cas, le bien-être des animaux d'élevage, ça passe plutôt au deuxième rang. Maintenant, personnellement, je ne dis pas... Alors, c'est-à-dire que ce qui marque le plus, c'est certaines vidéos qui sont quand même assez, voilà, assez horribles à voir. Encore que les vidéos les plus atroces, ce ne sont pas celles de L214, mais d'autres groupes. Non, ce que je veux dire, c'est que, bien évidemment, je n'oppose pas les éleveurs d'un côté qui seraient méchants, exploiteurs des animaux, avec les gentilles associations de défense, pas du tout. Élever des animaux conformément à des règles de bien-être, c'est très certainement. Certains le font depuis des générations, mais en tant que juriste, je me demande simplement, c'est si on ne crée pas finalement un label selon certaines règles, finalement, est-ce que ça ne permettrait pas aux éleveurs de vendre mieux certains de leurs produits, comme certains éleveurs vendent par exemple des produits bio? C'est une question, vous voyez? C'est pas du tout un jugement de valeur sur les agriculteurs ou les éleveurs. Hein. Et après, ça peut aller très loin, parce que le bio ne garantit pas forcément une qualité, etc. Et de la même façon, ce que je veux dire, c'est que pour côtoyer beaucoup d'éleveurs dans notre métier, les éleveurs sont ceux qui sont très proches de leurs animaux et qui sont très sensibles justement au bien-être de leurs animaux en élevage. Et c'est aussi pour eux très important, parce qu'un animal en bonne santé et en bien-être va mieux produire. Donc ils ont aussi, ça passe aussi par la production. Et la majorité des éleveurs sont très attachés au bien-être de leur animal. Et après, les vidéos qu'on peut voir, il faut quand même les prendre avec précaution. Parce que par exemple, quand on voit des vidéos sur l'abattage des animaux et les animaux qui bougent, il faut savoir qu'après l'abattage de l'animal, il y a des mouvements réflexes. Donc il faut faire la différence entre des mouvements réflexes et vraiment des problèmes de souffrance à l'extrême. Il faut arriver à faire la part des deux. Alors, très certainement, mais bon... c'est-à-dire que pour une personne qui ne connaît pas l'élevage, quand on regarde la manière, enfin, ces vidéos-là, forcément ça interroge. Maintenant, c'est vrai que regarder simplement des vidéos, c'est pas regarder l'intégralité du processus, hein, bien évidemment. Alors, moi je ne vais pas, enfin, je suis pas sûre que rentrer dans le débat des vidéos qui montrent des faits qui sont effectivement déjà pas la généralité soit très utile. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément le moment puisqu'on pourra en parler pendant plusieurs heures, je pense. Je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit juste avant. Il y a quand même la charte des bonnes pratiques d'élevage qui a été un petit peu soulevée, qui sont déjà des démarches de progrès continu qui certifient des bonnes pratiques dans l'élevage avec le respect du bien-être animal. Il y a toujours dans toutes les filières, dans toute la société, des progrès à faire pour aussi que ce soit des choses qui soient dites et entendues et à la connaissance des gens, parce qu'effectivement, un grand nombre de personnes sont certainement pas au courant que la grande majorité des éleveurs sont engagés dans ces démarches de progrès, respectent les normes de bien-être animal, enfin voilà. Du coup, moi, ma question, elle était plus, tout à l'heure, vous disiez que l'Angleterre était un petit peu au-dessus de la France en termes de droits animaliers. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi l'Angleterre est un peu au-dessus de la France à ce niveau-là? Alors, au niveau de la protection des droits animaliers, déjà, les Anglais s'y sont intéressés plus tôt. Hein. Mais puis, il y a un mouvement de la société civile qui est plus important, déjà. Et parce que le législateur, on a l'impression, est peut-être plus attentif au bien-être animalier qu'il ne l'est en France. Les sanctions sont plus importantes aussi concernant les auteurs d'actes de cruauté. Donc, si on regarde la législation britannique dans son ensemble, que les Britanniques se sont intéressés plutôt et de manière un petit peu plus approfondie à la souffrance animale. C'est ça. Moi, ça m'avait questionné lorsque j'avais comparé les deux. Je m'étais dit, au fond, pourquoi? Alors, je pense tout simplement c'est parce que en France, on avait notre code civil de 1804 qui figeait un peu la situation et faire changer le code civil, c'est pas si simple que ça. Et puis, il y avait, c'est vrai aussi, certains penseurs britanniques, je sais pas pourquoi, mais qui se sont peut-être plutôt intéressés à la condition animale que des penseurs français.
une petite chose. Pour les abattoirs, moi j'ai fait des reportages dans les abattoirs, alors tout le monde n'a peut-être pas été dans les abattoirs. Il faut savoir quelque chose. Les animaux arrivent dans un couloir, les uns derrière les autres, et à un moment donné, on les fait monter en hauteur, on les fait monter et on les tue avec un pistolet, avec une pointe. Hein non, Non, ils sont étourdis, ils sont pas tués, ils sont étourdis. avec la pointe, c'est ça? Mais ce qu'il faut savoir quelque chose, et après ils sont découpés à la scie, il y a une scie qui est là. Ils sont découpés à la scie, et alors ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux, moi j'avais fait sur Clermont avant que l'abattoir disparaisse, les animaux, il y en a qui attendent leur tour et qui voient ce qui se passe, pendant que l'autre se fait effectivement choisir si on veut, et que l'autre à côté se fait couper en morceaux. Ah mais ça, moi j'ai les reportages, c'est comme ça, mais alors peut-être au nouveau, c'est plus pareil, mais à une époque c'était comme ça. Et effectivement, dans les animaux, il y en a certains qui, moi j'ai vu la tête, puisque je faisais des photos, j'ai vu la tête qu'elle faisait, ils n'avaient pas l'air tout à fait d'accord, mais il y en a d'autres qui avaient l'air tranquilles, alors pourquoi, je ne peux pas expliquer. Mais il faut savoir que quand même, la bestiole voyait les autres qui étaient coupés en morceaux. Hein. Alors, si je peux, c'est une vue un peu caricaturale d'une chaîne d'abattage. Alors, il faut savoir effectivement que c'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, l'animal est étourdi. Non, mais écoutez, j'y ai travaillé. Je suis au courant. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont pas vraies. Les animaux ne voient pas l'animal qui est abattu. L'animal n'est pas tué, mais étourdi. Avant d'être saigné, il y a effectivement tout un processus. Alors, je voulais revenir, moi, simplement sur le rôle des scientifiques, parce qu'on parlait de ça. Moi, je suis scientifique, hein, je travaille à l'INRA. D'abord, il y a énormément de scientifiques, il y a des laboratoires entiers qui travaillent sur le bien-être animal, donc c'est pas que l'Angleterre qui travaille sur le bien-être animal, il y a tout un réseau, comme il a été dit. Et ensuite, un scientifique n'est pas là pour donner une opinion, il est là pour objectiver un fait. Et donc, un scientifique doit essayer de mesurer la sensibilité de la souffrance. Qu'est-ce que c'est que la souffrance? Alors, il y a une position. Déjà, la souffrance, il y a un problème philosophique. Qu'est-ce que d'un point de vue philosophique la souffrance? Qu'est-ce que d'un point de vue scientifique? D'un point de vue scientifique, le scientifique, il mesure une réaction. Donc, il mesure effectivement une variation en termes effectivement hormonal. Il va mesurer les battements cardiaques. Il va essayer de mesurer quelque chose qui est lié à la physiologie de l'animal. Donc quand il sort de son rôle, je dirais, qui est celui d'objectiver quelque chose, d'essayer d'apporter des éléments concrets et des faits, et pas effectivement, je dirais, parce que le pouvoir des images, on peut tourner des images et leur faire dire l'inverse de la réalité. Voilà, donc en fait, simplement pour dire que là c'est pas une question, simplement pour dire que le scientifique qui commence à créer un journal d'opinion, il a le droit d'avoir des opinions, mais à un moment ou à un autre, il n'est plus dans son rôle de scientifique. Voilà, je voulais faire cette parenthèse-là, qui est à mon avis important. Oui, moi j'avais juste une remarque. C'est vrai qu'on a vraiment le sentiment que le droit n'est pas suffisant. Parce que vous disiez en 1976, on décrète que l'animal est un être sensible qui doit être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Donc pourquoi il y a encore des animaux sauvages dans les cirques? C'est la question qu'on peut se poser. Et d'ailleurs, bon, en France, on voit qu'il y a un débat, mais dans d'autres pays, on a considéré que justement, parce que les animaux sont des créatures sensibles, on n'a pas à les mettre dans des cirques. Alors, la France n'a pas, pour l'instant, n'a pas tranché, on laisse les animaux dans les cirques, mais dans d'autres pays, on a décidé que non, il fallait que ça change. Mais qu'est-ce qui a poussé finalement le législateur à réagir? C'est la réaction du corps social, y compris au travers de petites mesurettes qui peuvent prêter à sourire, par exemple les pétitions récurrentes, etc. Et à un bout d'un certain temps, les acteurs du monde juridique, que ce soit le juge ou le législateur, c'est quand même mieux que le législateur, décident de réagir et puis changent ses pratiques. Mais il faut qu'il y ait quand même un consensus sur cette question. Alors, à partir de quand il y a un consensus? Est-ce qu'en France, on a un consensus sur l'interdiction des animaux dans les cirques? Est-ce qu'il y aura un consensus suffisant pour demain l'interdire? Oui. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que vous faites de l'animal sauvage qui attaque son congénère
qui va le tuer et qui va le faire souffrir en général quand il l'attaque, parce qu'il ne va pas prendre il va pas faire ça très délicatement. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On voit quand même aujourd'hui, c'est pas rare, qu'il y a des troupeaux de moutons qui sont attaqués par des loups. Je ne sais pas si vous avez vu dans quel état sont les moutons, sont les brebis, mais c'est, pour un éleveur, je vous garantis que c'est ignoble. Ça vous retourne au point de... c'est comme si on s'attaquait à quelqu'un de votre famille, hein, quand vous avez des troupeaux qui sont décimés comme ça. Hein. Ça laisse des traces indélébiles chez les éleveurs. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait du statut de l'animal sauvage? Alors, c'est-à-dire qu'en France, je ne pense pas qu'il faille retourner aux situations de procès d'animaux. Même si certains animaux se comportent de la manière dont vous dites, ça fait partie du règne animal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Juridiquement, on ne va pas assigner le loup en justice parce qu'il a mangé des agneaux. C'est pas envisageable. Pour autant, ça veut dire que les agneaux ne souffrent pas, ni que les agriculteurs, enfin les éleveurs ne souffrent pas en voyant leur bête tuer. Mais là, franchement, à part réintroduire les procès d'animaux, d'ailleurs, c'est une petite, mais non. Ça sera au nom des animaux. C'est ça que je promets. C'est que si vous faites quelque chose comme ça, vous pouvez avoir très bien une association écologique qui a réintroduit les loups, et d'autre part les éleveurs, qui vont chacun se servir. Je dirais avoir, effectivement, en tant que tuteur de l'animal, le droit d'ouvrir un procès. Donc le procès, vous l'aurez d'une autre manière. Oui, dans ce cas-là, on se retournera contre un être humain. Là, c'est plus la même chose. C'est un être humain qui agit contre un autre être humain au nom des animaux. C'est possible. Hein. C'est la situation de l'épagneul, mais inversée. Moi, du coup, je voulais rebondir sur ce que la dame disait par rapport aux troupeaux, aux attaques. Pourquoi, du coup, les éleveurs, ça marche très bien dans de nombreux troupeaux en montagne, n'utilisent pas, du coup, les patous, qui les font très bien partir, et qu'après, du coup, les attaques sont quand même d'autant moins nombreuses envers les troupeaux, même si ça n'empêche pas que c'est très dur pour l'éleveur, etc. Mais ça marche très bien dans de nombreux endroits. Alors pourquoi, du coup, le loup restant un prédateur qui attaque une proie, ne serait pas du coup protégé par un autre prédateur pour justement éviter ça? Si je peux me permettre, je pense qu'on ne va pas rentrer trop dans ce débat qui s'éloigne un petit peu du droit à l'animal, mais c'est intéressant, mais c'est un autre débat. Y a-t-il d'autres questions qui correspondent et à la suite de cette intervention extrêmement riche et intéressante que nous a fait Madame, alors je ne me trompe pas, c'est Fiorentino, c'est ça? Est-ce qu'on peut imaginer que dans 50 ou 100 ans, on parle de la même chose avec les végétaux? Vous avez entendu la question, est-ce que dans 50 ou 100 ans, la même question viendra pour les végétaux? Dans l'absolu, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais c'est-à-dire que si on se projette 100 ans en arrière, on n'aurait jamais imaginé toutes les progressions du droit animalier. À quoi va ressembler le droit demain? Je n'en sais rien, mais ça, c'est aussi à la science de nous faire découvrir un certain nombre de choses. Parce qu'il y a eu des avancées scientifiques, on a reconnu la souffrance animale, le droit va prendre la suite. Si, je n'en sais rien, si on reconnaissait la souffrance du végétaux, je ne sais pas, il faut peut-être réagir. Mais bon, pour l'instant, franchement, non, je ne vois pas qui pourrait demander la protection des végétaux contre la souffrance. Que pensez-vous de la présentation de certains candidats aux élections législatives par le parti animaliste? Alors, parti animaliste. Donc, bon, laissons de côté les questions purement politiques. Je pense que, bon, c'est une forme d'avancée. Une forme d'avancée. Alors, les élections répondent aux principes démocratiques. Si le programme des animalistes pose des principes qui sont très importants pour des personnes, il ne faut pas se gêner, il faut voter pour eux. Hein. Alors après, bon, quand on compare les programmes, il y en a qui vous diront oui, mais le programme économique, c'est quand même plus important que le programme des animalistes. Libre à vous. Si vous jugez qu'il y a certains principes qui sont plus importants que d'autres, voilà. C'est une forme d'évolution, mais celle-là, elle n'est pas inquiétante, parce que comme elle répond à un besoin démocratique. Là, en rebondissant, en revenant sur le droit, on a beaucoup parlé des législations européennes qu'on connaît, enfin, vous connaissez, moi je les connais plus mal que vous.
est-ce qu'il y a dans d'autres sociétés, je dirais, enfin je pensais à l'Inde ou à d'autres pays, dans lesquels effectivement une forme de droit, alors peut-être coutumier, protège l'animal dont l'Occident pourrait s'inspirer. Alors c'est un peu difficile comme question, mais puisque là on essaie de se projeter autre part, enfin dans l'avenir, on peut aussi se projeter autre part. Est-ce que vous connaissez les sociétés dans lesquelles effectivement, alors le droit coutumier assez riche quand même qui pourrait nous servir, pourrait être un support pour une évolution du droit occidental ou oui occidental on va dire de manière générale. Attention, parce que le droit véhicule des valeurs. Si vous prenez la situation de l'Inde, en Inde, on protège certains animaux, comme par exemple les vaches, c'est vrai, c'est sacré. Par contre, vous avez d'autres animaux qui sont, enfin, d'autres personnes qui sont beaucoup moins protégées. En Inde, on a encore le système des castes qui choquerait beaucoup la société française. Pour autant, doit-on juger que le système indien est mauvais? Non, ça répond aux valeurs indiennes, qui sont spécifiques à cette société. Donc, parce que le droit véhicule des valeurs, le droit s'appuie sur des valeurs. Ça ne sert à rien, à mon avis, d'aller tenter de copier tel ou tel droit. Déjà, il faudrait que la société française commence à s'interroger sur les modifications qui seraient peut-être les plus appropriées à adopter. Alors, ça n'interdit pas d'aller regarder ce que font les autres, hein, on peut s'en inspirer, mais des valeurs même, non, on ne va pas copier les valeurs, hein, sont spécifiques à des sociétés. Je vous dis, vous regardez l'Inde, en Inde, j'ai même eu une décision d'une cour supérieure indienne, qui rend des décisions en anglais, vraiment très intéressante, hein, sur les droits fondamentaux des animaux, notamment des oiseaux. Hein, parce que c'était des oiseaux qui étaient enfermés dans des cages, la police est intervenue pour libérer les oiseaux, les propriétaires avaient protesté et la cour avait reconnu le droit fondamental de l'oiseau à voler. Voilà. Mais parallèlement à ça, on a quand même en Inde des problèmes sociétaux qu'on n'a pas en France. Hein, la situation des femmes en Inde, voilà. Ah. Donc, un pays qui serait phare, non. Pour autant, on peut toujours regarder ce qui se passe ailleurs, mais le droit ne changera pas tant que les valeurs ne changeront pas. Et les valeurs, ça progresse petit à petit, hein, ça ne change pas d'un coup. Moi j'ai une question. Aujourd'hui on a du mal à sauter ce pas pour les animaux. Est-ce qu'on ne devrait pas renforcer le droit et le devoir des maîtres d'animaux, des défendeurs d'animaux, pour protéger l'animal? Alors ça se fait de plus en plus, en tout cas en ce qui concerne les animaux domestiques. Hein, vous avez de plus en plus de petites règles qui viennent interdire la possession de tel animal, obliger les maîtres telles ou telles obligations. Oui, ça c'est une solution. Pour les animaux domestiques, oui. Pour les autres animaux, attention. Pour les animaux d'expérimentation, qu'est-ce qu'on va faire? Quelles nouvelles règles est-ce qu'on va adopter? Ça c'est une question, parce que si on impose par exemple des expérimentations scientifiques qui ne feraient pas souffrir les animaux, là je pense que certains scientifiques protesteraient vigoureusement. Mais justement, je voulais vous demander, il y a quand même des lois qui existent pour les expérimentations scientifiques. Oui, bien sûr qu'il y a des lois, sauf que les partisans d'une évolution de la matière soutiennent que en fait, ces lois ne protègent pas suffisamment l'animal dans le sens où elles ne lui garantissent pas une absence totale de souffrance. C'est ça? Et vous n'en avez pas du tout parlé dans l'évolution oui, c'est-à-dire que je n'avais pas envie de vous assommer avec le dispositif législatif qui est extrêmement lent, et puis c'était juste oui, un survol. Y a-t-il d'autres questions? En tout cas, on voit que c'est une thématique qui génère beaucoup d'interventions très diverses, des positions. C'est aussi, on peut dire, dans l'actualité. Donc, on est tous sensibilisés. Et on est donc dans cette dimension de la ville apprenante à Clermont. Et c'est pour ça qu'on a organisé ces journées, pour pouvoir avoir ce partage d'idées, pour échanger. C'est pas pour dire qui a raison ou pas, mais en tout cas, le droit est là pour nous rappeler certaines règles.
Et c'est important, je crois qu'il y a aussi la notion de pédagogie qu'il ne faut pas oublier dans la relation à l'animal. Et c'est dès l'enfance qu'on doit déjà apprendre à l'enfant ce que peut représenter un animal et le respect qu'on doit lui porter. Y a-t-il d'autres interventions? Donc une dernière fois. Oui? L'expérimentation effectivement animale a énormément évolué. Il y a des comités d'éthique. Moi, je l'ai vu évoluer dans la recherche. Effectivement, je dirais l'expérimentation animale n'évacue pas le problème de la souffrance animale, puisque certaines expériences vont, pour les faire souffrir, vont introduire des réactions assimilables de la souffrance. Par contre, le droit a énormément, et les protocoles d'éthique sont très lourds maintenant, puisque le scientifique doit prouver qu'il n'a pas d'autres possibilités pour réaliser un progrès scientifique à but normalement, par exemple, médical. Le problème, ça peut être, par exemple, faire une expérience sur un animal pour éviter une souffrance humaine par la suite. Il doit prouver effectivement qu'il n'a pas d'autres possibilités et qu'il a limité son plan d'expérience au strict minimum. C'est en fait les principes, alors je ne suis pas un spécialiste, mais c'est les grands principes. Donc c'est une limitation du nombre d'animaux qui vont être effectivement, je dirais, introduits dans les expériences animales. Par contre, effectivement, tout à fait, ça n'évacue pas le problème que certains animaux peuvent souffrir d'expériences scientifiques. Oui. Et en général, elles doivent être démontrées comme un entraînement, un progrès pour l'homme. Bon, voilà. Et là, on rejoint un peu le débat du début des questions. C'était juste une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit. Ça semble effectivement un problème un peu insoluble, l'expérimentation animale. Parce que dès lors qu'on s'intéresse au processus cognitif et notamment à la douleur c'est une grande thématique de recherche aujourd'hui. Comment étudier la douleur sans l'étudier chez l'animal et chez la souris en particulier? Il y a un laboratoire qui étudie la douleur ici à Clermont. Ça va être difficile d'évacuer l'animal. De même, quand on travaille sur la dépression ou sur l'anxiété, voilà, on a besoin aussi de l'animal. Donc c'est vrai que ça semble être une question complexe. Alors effectivement, très complexe. D'ailleurs, je m'étais fait cette réflexion à propos d'un article que j'avais lu en 2014, son expérience qui avait été menée concernant la souffrance des mollusques. Et en fait, le scientifique démontrait que les mollusques souffrent, mais pour pouvoir prouver ça, il avait fait souffrir des mollusques. Il avait arraché, je crois, des antennes à une bête, et il y avait mis dessus de l'acide. Et la bête avait réagi en cherchant à se protéger contre cette souffrance. Le chercheur avait déduit que la bête souffrait, il avait refait la même expérience, mais cette fois-ci en mettant tout de suite un petit anesthésiant sur la blessure et la bête avait moins réagi. Donc conclusion, la bête devait ressentir la souffrance. Mais l'expérience en elle-même, il l'avait fait souffrir. Mais il fallait infliger la souffrance pour démontrer l'existence de la souffrance. Encore vous? Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est une remarque, et là c'est plus, encore une fois je ne suis pas philosophe, mais je sais que ça c'est un grand débat. Qu'est-ce que souffrance et qu'est-ce que douleur? C'est-à-dire, est-ce que la douleur entraîne... Il y a une différence, non pas uniquement sémantique, entre douleur et souffrance. Il est clair que le mollusque ressent une douleur ou quelque chose qui est assimilable à effectivement une agression, c'est très clair. Et je ne pense pas que, là les scientifiques, qu'il ait démontré, d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il faudrait lire l'article, parce que c'est connu depuis assez longtemps qu'il y a des réactions, même des gastéropodes ou des mollusques réagissent à leur environnement, sinon d'ailleurs ça ne serait pas des êtres vivants. Alors j'ai pas lu l'article donc je ne peux pas vous dire, donc c'est effectivement quelque chose qui est assimilable à une douleur ou une réaction, mais est-ce que cette réaction est assimilable à une souffrance? Derrière la souffrance il y a autre chose. Derrière la souffrance, normalement, en philosophie, il y a la conscience qu'on a de sa propre douleur. Et la question, et là, moi je ne suis pas du tout, je ne fais pas des sciences cognitives, mais c'est une vraie question, c'est quelle est la conscience qu'a le gastéropode de sa propre douleur? Je ne saurais pas y répondre. On a la limite de la philosophie et de la science. Ah oui, alors ça...
Oui, il n'y a pas de consensus pour l'instant dans la communauté scientifique. Alors, moi, je m'étais intéressée à cette question, puisque des fois, je commande certaines décisions de justice, notamment une décision qui s'intéressait à la souffrance infligée à des mollusques dans un restaurant. La question avait été posée au juge, pas en France, aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il y a un débat dans la communauté scientifique. Certains considèrent que ce sont des mouvements réflexes, d'autres considèrent que c'est de la souffrance. Il n'y a pas de consensus pour l'instant, alors peut-être que dans 20 ans, ça sera clair. Mais à l'évidence, très certainement, à mesure qu'on va progresser dans l'évolution du droit animalier, on va se heurter à un certain nombre de règles, de principes, de traditions, que ce soit la société française ou ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter la progression? Est-ce qu'il faut... Je ne sais pas, hein, c'est vraiment des questions que je me pose. Le fait que les gens mangent de moins en moins de viande, ils deviennent végétariens ou est-ce que c'est une conséquence directe ou indirecte? Alors, pour vous l'affirmer de manière certaine, il faudrait que je sois dans la tête de tous les gens, mais ce n'est pas le cas. J'ai seulement des hypothèses. Personnellement, je pense que parce qu'on parle de plus en plus du bien-être animalier, peut-être que les gens remettent en question leur alimentation. Et puis il y a aussi, alors non seulement toutes ces vidéos, mais des documentaires de plus en plus intéressants sur la consommation de la viande. Devons-nous consommer de la viande? Il y a ça, il y a peut-être aussi un certain nombre d'études qui sont publiées, alors je ne suis pas une scientifique, mais j'aime bien tenir au courant de ces études, sur les conséquences de l'absorption de viande. Parce que les gens qui font de l'équitation mangent rarement de la viande de chèvre. Oui, mais ça c'est un rapport très particulier à l'animal, évidemment. Oui, en France, on ne mange pas de chien, mais c'est une question aussi de tradition. Hein. Par exemple, dans les pays asiatiques, où on n'a pas le rapport qu'on a au chien, on en mange encore. Mais c'est une tradition qui est en voie de disparition, même en Chine. Mais c'est vrai qu'il y a au-delà de ça toutes ces études qui sont produites sur les conséquences de l'ingestion de viande. Alors, je ne suis pas une scientifique, je vais dire c'est bien, c'est pas bien, mais ça met quand même les gens à se questionner sur ça, à remettre en cause leur alimentation. Quoi. Ah, très bien. J'avais une question justement par rapport aux chiens et notamment aux propriétaires qui, par exemple, quand on est témoin de maltraitance, qui les laissent dans leur voiture en plein soleil, sous par exemple la canicule qu'il y a eu, ou alors à n'importe quel moment où il y a eu des signaux de maltraitance. Qu'est-ce que par rapport au droit, nous on peut faire quand on est témoin de ça, à part contacter une association de défense contre les animaux, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire de manière plus directe? Alors, si on constate une maltraitance, plutôt qu'appeler une association, le droit conseille plutôt d'informer des autorités publiques, à savoir que l'infliction de souffrance inutile sur des animaux, battre son chien, laisser enfermer, c'est interdit par la loi, c'est passible de sanctions pénales. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire directement intervenir? Non. Non, parce que là, on va violer le droit de propriété. Et c'est pour ça d'ailleurs que L214 s'est retrouvé dans le tribunal correctionnel. Même si du coup, dans la loi, actuellement, ils sont comme bien êtres vivants. Oui, c'est ça. Et c'est un des paradoxes du droit actuel. C'est-à-dire que si on considère que ce sont des êtres vivants, peut-être qu'on pourrait, si une hypothèse, peut-être, mettons, donc on constate que l'animal est battu, on intervient pour sauver l'animal et l'arracher des mains de son maître. On s'enfuit avec. Bon. Quelle serait la réponse du droit? Là, dans l'immédiat, c'est vrai que l'animal est un être sensible, mais c'est une atteinte au droit de propriété du maître, qui est certes passible de sanctions pénales pour avoir battu son animal, mais qui en reste néanmoins le propriétaire. Et en ce qui concerne l'abandon, du coup? Alors l'abandon, c'est pénalement sanctionné. Donc si on est témoin de ça, on peut très bien alerter les autorités publiques. Oui, je ne sais pas s'ils réagiront, comment sera votre accueil, si vous téléphonez donc à un commissariat pour signaler un abandon. Je ne sais pas, je n'ai pas tenté. Mais en théorie, vous pouvez le faire.